Nous sommes à nouveau dans la séquence 3 du programme d'histoire des classes de 4e intitulée Les temps forts et les enjeux de la Révolution française 1789-1815. Nous avons, au cours de la séance précédente, découvert les relations très compliquées entre la monarchie et la Révolution, et nous avons vu que ces relations pouvaient être marquées d'une grande violence, et nous allons continuer dans le même registre avec la nouvelle séance consacrée au temps fort et à l'enjeu de la violence révolutionnaire. Au début, la violence n'est pas organisée, elle est spontanée et elle est motivée en septembre 1792, au moment des grands massacres de septembre, par le même ressort psychologique qu'en 1789 pour la prise de la Bastille notamment, c'est-à-dire la peur et aussi la colère, naturellement née de la peur qui pousse des Français à en massacrer d'autres au nom de la Révolution. Et du 2 au 7 septembre 1792, à Paris, dans les prisons parisiennes qui regorgent de suspects arrêtés qu'on n'a pas encore jugés, mais que l'on estime constituer des dangers pour la Révolution, à ce moment particulièrement dangereux où la Révolution n'est plus une monarchie, puisque quelques semaines auparavant s'est déroulée la prise des Tuileries, mais la République n'a pas encore été proclamée parce que la victoire de Valmy contre les Autrichiens n'a pas encore eu lieu. Dans ce moment très très dangereux où la Révolution vacille sur ses bases, eh bien les sans-culottes parisiens vont exécuter tous ceux qui leur paraissent être des ennemis de la Révolution, des nobles par famille entière, hommes, femmes et enfants, des prêtres qui ont refusé de prêter serment de fidélité à la Révolution et qui ont donc signé leur arrêt de mort parce que, à l'évidence, ils sont considérés comme des ennemis. Tous ces gens-là sont sans procès exécutés sommairement, avec une grande violence, parce que les sans-culottes, pour la plupart, n'ont pas de fusil. Donc ils vont tuer à la hache, au sabre, donc à l'arme blanche, à la pique révolutionnaire. On défenestre les prisonniers des étages et on les jette sur des pics tendus au ras du sol. On précipite tête en avant les suspects contre les murs pour leur fracasser le crâne. Ce sont des violences révolutionnaires complètement illégales, spontanées, incontrôlables, parce que la Révolution a basculé dans l'hyperviolence. Nous sommes à quelques mois de la terreur. Mais la terreur révolutionnaire qui accompagne donc les premiers pas de la République, dans ce contexte de guerre aux frontières contre la première coalition et de guerre à l'intérieur à la fois contre les Vendéens et les fédéralistes, cette guerre, cette hyperviolence de la terreur, contrairement au massacre de septembre, est une violence légale, organisée, et qui va durer un an, et non pas quelques jours, et qui va tuer beaucoup plus de monde encore que les massacres de septembre, qui avait tué sur Paris à peu près 1300 prisonniers, pour ce qu'on en sait. Et là, avec la loi des suspects votée par la Convention nationale, la terreur
va légaliser l'hyperviolence contre les ennemis ou présumés tels de la République, qui entre-temps a été proclamée. Là, nous sommes en septembre 1793, et voici les 2 premiers articles votés par l'Assemblée nationale qui a pris le titre de Convention, dirigée par les montagnards de Robespierre. Article 20. Immédiatement après la publication du présent décret, c'est-à-dire du texte de loi, tous les gens suspects qui se trouvent dans le territoire de la République et qui sont encore en liberté seront mis en état d'arrestation. Donc on voit bien que l'objectif de cette loi, c'est de mettre hors d'état de nuire toutes celles et ceux qui représentent une menace pour la Révolution et la République. Les fameuses 100 000 têtes que réclamait Jean-Paul Marat du fond de sa baignoire. Article 2. Sont réputés suspects. Alors, il y a une liste interminable, dont je vous donne un court extrait. Ceux qui, soit par leur conduite, soit par leurs relations, soit par leurs propos ou leurs écrits, se sont montrés partisans de la tyrannie, c'est-à-dire de la monarchie, ou du fédéralisme, c'est-à-dire les partisans de la révolution molle, de la révolution pacifique aussi, c'est-à-dire la révolution raisonnable aussi d'une certaine manière, celle des Girondins, donc celle des fédéralistes, et ennemis de la liberté. Et ceux à qui il a été refusé des certificats de civisme. Alors, vous le comprenez, cet article 2 dresse la liste de toutes celles et ceux qui seront arrêtés parce que considérés comme des ennemis. Et donc, toutes celles et ceux qui sont des partisans déclarés ou supposés tels de la monarchie risquent très gros. Et je vous rappelle que c'est pour cette raison, même si c'était un prétexte, qu'Olympe de Gouges a fini guillotinée, elle qui, avant la Révolution, avait écrit au roi pour lui proposer un impôt sur le revenu, et qui, à cause de ce courrier, a été considérée comme partisane de la monarchie. Ceux à qui on refuse le certificat de civisme, dont vous avez un exemplaire recto verso, c'est une sorte de carte d'identité. Alors évidemment, il ne faut pas chercher la photo, puisque à l'époque ça n'existe pas, mais il y a l'équivalent de la photo. Si vous regardez bien, vous avez la description physique. L'âge, la taille, la couleur des yeux, des cheveux, etc. Et oui, c'est ce qui remplace la photo. Eh bien, si on refuse, si le comité sans culotte du quartier refuse de vous délivrer ce certificat de civisme, c'est sans doute parce qu'on estime que vous ne le méritez pas. Et si vous ne le méritez pas, c'est que vous êtes un suspect. Et si vous êtes un suspect, vous risquez l'arrestation à tout moment. Et c'est là que, si vous êtes locataire du 3e étage et que vous êtes fâché avec votre concierge, et si le concierge est le chef de la section sans culotte du quartier, c'est là que vous risquez amèrement de ne pas avoir dit bonjour à votre concierge à cette époque-là, parce que maintenant, il a le droit de vie et de mort sur vous, et il va se venger. Et c'est aussi pour ça qu'on parle de terreur, parce que la terreur, c'est quand vous ne savez pas qui va vous frapper, ni où, ni quand, mais que vous attendez à être arrêté ou à mourir, pour ainsi dire, à tout moment. Surtout que la liste des suspects ou présumés tels, elle n'est pas finie. Et d'ailleurs, suspect, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que on remet totalement en cause ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Et ça veut dire aussi que, en fait, on ne se donnera pas la peine
de prouver que vous êtes coupable des faits qu'on vous reproche. J'y reviendrai dans un instant sur ce point. Donc par exemple, parmi les réputés suspects par la loi, le décret du 17 septembre 1793, on retrouve des fonctionnaires suspendus ou destitués de leurs fonctions par la Convention nationale ou par ses représentants. Et par exemple, des généraux qui seraient vaincus sur le champ de bataille, quand bien même ils se battraient à 1 contre 10, ça devient suspect. La République n'a pas le droit à l'erreur. Les généraux ne doivent pas être vaincus. Et puis, ces généraux, s'ils sont vainqueurs, et ça vaut mieux pour eux, ne doivent faire preuve d'aucune faiblesse, d'aucune clémence envers leurs prisonniers. Parce que s'ils éprouvent de la clémence, de la faiblesse envers les prisonniers, ça semble vouloir dire qu'ils partagent, qu'ils ont une empathie, qu'ils partagent peut-être les idées de leurs prisonniers. Tout ça, c'est suspect. Et c'est ainsi que le général Alexandre de Beauharnais fait partie de la liste de ces généraux qui finiront guillotinés alors qu'ils étaient au service de la Révolution. Et si je vous parle d'Alexandre de Beauharnais, c'est parce qu'il va laisser une veuve, Joséphine, qui se consolera très très vite de la mort de son époux, et qui deviendra accessoirement Madame Napoléon Bonaparte plus tard. Et la liste ne s'arrête pas aux fonctionnaires, généraux ou autres au service de la République, mais dont on serait mécontent. Les nobles, les maris, femmes, pères, mères, fils ou filles, frères ou sœurs, qui n'ont pas constamment manifesté leur attachement à la Révolution. Et alors là, ça veut dire qu'on fait une discrimination très nette contre les nobles. On ne cherche pas à savoir s'il y a des bons ou des mauvais nobles, entre guillemets. Dès que vous êtes noble, vous êtes suspect. Et là, c'est la grande revanche du peuple, et en particulier des sans-culottes, qui ont souffert avant la Révolution du fait que la société était profondément inégalitaire, puisque fondée non pas sur le mérite, non pas sur le talent, mais sur la naissance. Rappelez-vous, je vous l'ai expliqué ça. Et donc là, les nobles, on leur fait payer leur origine noble. Et alors parmi les nobles, il y a un cas encore un peu plus grave. Ceux qui ont émigré, ceux qui se sont enfuis, ceux qui ont foutu le camp, du 1er juillet 1789 au 8 avril 1792. Le 8 avril, c'est-à-dire au moment où la France s'apprête à attaquer, à faire la guerre à l'Autriche, bien qu'ils soient rentrés en France. C'est-à-dire que celles et ceux, nobles ou pas, qui ont fui la France au début de la Révolution, c'est parce qu'ils avaient peur de la Révolution. À commencer par les deux propres frères de Louis XVI, le comte d'Artois et le comte de Provence, qui seront rois de France plus tard, qui succéderont à leur infortuné frère guillotiné, qui ont bien fait de fuir la Révolution, parce que sinon eux aussi auraient probablement été tués. Et donc ces gens-là, s'ils ont fui la Révolution, c'est qu'ils en sont des ennemis. Comment un ami de la Révolution pourrait-il en avoir peur? Donc pour ces gens-là, l'arrestation, si jamais on arrive à les attraper. Et l'arrestation est souvent, pour ne pas dire toujours, 9 fois sur 10, disons, synonyme de mort. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne se donnera pas la peine de prouver que le suspect est coupable, que les crimes dont on l'accuse sont réels. En fait, dans cette période de terreur et d'urgence révolutionnaire, on inverse la logique de la justice. La logique de la justice, en temps normal, et c'est un des principes du droit, c'est que c'est à l'accusation de faire la preuve que vous êtes coupable.
Et si l'accusation ne parvient pas à faire la preuve que vous êtes coupable, le doute raisonnable doit profiter à l'accusé, qui doit être reconnu innocent. Autrement dit, dans le droit français, dans le droit international, ce n'est pas à l'innocent de faire la preuve de son innocence. Mais avec la Révolution et la Terreur, on inverse la logique. Autrement dit, ce n'est plus à l'accusation de faire la preuve que vous êtes coupable, c'est à vous de faire la preuve que vous êtes innocent des crimes dont on vous accuse. Et ça, c'est quasiment impossible. Et en fait, quand on s'appelle Marie-Antoinette d'Autriche, autrement dit l'Autrichienne, autrement dit la chienne, aux yeux de très nombreux sans-culottes qui haïssent Marie-Antoinette, vous êtes coupable à l'évidence. Et quand bien même se déroulera pendant 2 jours un procès en bonne et due forme, avec procureur le redoutable Fouquier-Tinville, un collègue de Jean-Paul Marat qui était lui aussi journaliste dans le civil, et même si la reine a droit à des avocats, mais 2 avocats commis d'office qui ne connaissent pas le dossier et qui par contre ont bien compris que défendre la reine, ça pourrait les conduire eux aussi à la guillotine, donc j'aime autant vous dire que ça n'a pas dû trop les motiver. Marie-Antoinette, qui a survécu quelques mois à son mari, parce qu'en fait, bon, c'était une femme, alors déjà on l'avait oublié, et puis surtout, c'était une monnaie d'échange, c'était une otage, au cas où la guerre contre l'Autriche aurait mal tourné, il valait mieux la garder en vie, Marie-Antoinette. Mais comme la situation militaire contre l'Autriche s'améliore, et qu'en plus, l'empereur d'Autriche, le père de Marie-Antoinette, vient de mourir, et que la couronne a été transmise à un lointain parent qui se fiche de Marie-Antoinette comme d'une digne, la valeur marchande de la pauvre Marie-Antoinette est tombée à 0, et sa vie ne valant plus rien. Elle est donc jugée comme suspecte, elle est condamnée à mort par le tribunal révolutionnaire comme prévu, et elle est guillotinée le jour même. En octobre 1793, quelques mois après son mari. Et Marie-Antoinette n'a pas été la seule victime, encore une fois, de la guillotine. Parce que 40 000 Français ont eu rendez-vous avec la veuve. C'est comme ça qu'on surnomme les guillotines. Parce que ces amants, elles leur tranchent la tête. 40 000 Français qui, comme on le dit aussi à l'époque, éternuent dans la sueur. Parce que quand la tête tombe, évidemment, est tranchée, les artères sont à vif, projettent des flots de sang. Et pour boire le sang des suppliciés, on a répandu une couche très épaisse de sueur de bois. 40 000 Français sont guillotinés pendant l'année que dure la terreur, pour beaucoup par la guillotine, mais pas seulement. La majorité à Paris, mais pas seulement. On a eu aussi des guillotinés à Moulins, puisque Moulins a eu sa guillotine, comme dans toute la France. Et cette terreur à Paris en particulier fait que la guillotine va finir par être déplacée à la demande des Parisiens, qui, notamment ceux de la place de la Concorde, qui ne supportaient plus la vue de la guillotine, les cris désespérés des guillotinés, le spectacle des chiens errants attirés par l'odeur du sang qui se disputaient les têtes tombées dans les paniers, enfin bref, donc c'est pour vous dire un peu si là on est dans ce que j'appelle moi l'hyperviolence, celle de la terreur révolutionnaire, et qui ne prendra fin qu'avec la chute
l'arrestation et l'exécution de celui qui est considéré comme le père de la terreur, c'est-à-dire Robespierre, le 27 juillet 1794. Mais en Vendée, et je crois vous avoir montré très très brièvement ce vitrail d'église lors de la toute première séance quand on avait fait la carte de 1793, eh bien en Vendée, dans la Vendée blanche révoltée contre la République et la Révolution, point de guillotine. Canon et armes blanches, baïonnettes de fusil en particulier, telles sont les armes de ce qu'on appelle les colonnes infernales du général Turreau, qui ravagent la Vendée révoltée contre la République, de janvier à mai 1794. Ces colonnes de cavalerie en particulier, très mobiles, vont tuer jusqu'à 50 000 habitants de la région, hommes, femmes et enfants. Le général Turreau se vantant de faire des économies sur la poudre et les balles, justement en utilisant l'arme blanche. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le général Turreau, il préfère tuer les autres que d'être guillotiné lui-même. Donc il ne veut pas être accusé de faiblesse envers l'ennemi, donc c'est pour ça qu'il ne fait pas de cadeaux, il tue tout le monde et il affame les survivants en détruisant les moulins, parce qu'il s'est rendu compte que les Vendéens communiquent entre eux grâce aux ailes des moulins, selon un code très particulier. Donc en détruisant les ailes des moulins, on détruit le système de communication des Vendéens, mais on empêche aussi, surtout les meuniers, surtout si on les a tués d'ailleurs au passage, de moudre la farine et de pouvoir alimenter les populations. Quant aux représentants aux missions, Jean-Baptiste Carrier, commissaire de la République envoyé à Nantes par la Convention nationale, alors lui, il va se signaler aussi par une violence sans limite, ou presque, puisqu'il fait noyer dans la Loire 4000 suspects, notamment des prêtres et des bonnes sœurs, dans ce qu'il appelle, lui, la baignoire nationale, entre novembre 1793 et janvier 1794. Et si vous pensez que Jean-Baptiste Carrier est un cas isolé, sachez que j'aurais pu prendre l'exemple de l'autre représentant en mission, Joseph Fouché, envoyé à Lyon, et qui se proposait ni plus ni moins que de raser la ville de Lyon, jusqu'à en faire oublier le souvenir. Et alors lui, par contre, il noyait pas les suspects dans le Rhône ou dans la Saône, puisqu'à Lyon on a le choix. Lui, il les mitraillait à coups de canon. Et je pourrais vous parler de Tallien à Bordeaux, c'est-à-dire toutes les villes fédéralistes révoltées contre la République qui ont payé très cher leur révolte. La République est sans pitié. Rappelez-vous la devise de la République à l'époque de la Terreur: liberté, égalité, fraternité ou la mort. Alors, on n'en a pas encore tout à fait fini avec l'évocation des violences révolutionnaires, mais on va faire une petite pause avec la terreur, et on va essayer de décortiquer la violence et de la décliner en terreur politique, terreur religieuse et terreur économique. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle la terreur révolutionnaire, ça ne se limite pas à l'exécution par la guillotine, à l'arme blanche ou par la noyade des suspects. En réalité, la terreur se décline sous plusieurs angles, et c'est pas simplement d'être noble qui vous conduit à la mort, c'est parfois aussi le simple fait d'être riche. Surtout quand ce sont les pauvres qui sont au pouvoir, à travers les montagnards, dont les plus proches amis sont les sans-culottes, les plus proches soutiens sont les sans-culottes. Or les sans-culottes, ce sont justement les pauvres. Donc ce que je vous propose, c'est de lire attentivement chacune des cases de l'exercice et de les colorier en fonction de leur déclinaison politique, religieuse ou économique. C'est pas très compliqué, je pense. Prenez le temps de bien réfléchir.
et je vous donne rendez-vous pour le corriger. Alors voici le corrigé. Donc comme vous pouvez le voir, on a presque une bonne moitié de cases qui correspondent à la terreur politique, l'exécution de Marie-Antoinette, les colonnes infernales qui, croyez-moi, portent bien leur nom, qui ravagent la Vendée, le fait que les représentants en mission ravagent les villes fédéralistes, 40 000 Français exécutés, dont 20 000 par la guillotine, les suspects assassinés en septembre 1792, plus le fait que la Révolution voit la violence se retourner contre ses propres auteurs. C'est-à-dire que les révolutionnaires finissent, même les plus sincères, même ceux qu'on ne pourrait pas accuser d'être des suspects, finissent malgré tout par mourir de mort violente parce qu'ils deviennent dangereux, parce que Robespierre en particulier va liquider aussi bien ceux qui à ses yeux paraissent trop faibles, trop indulgents, ceux qui réclament la fin de la terreur, comme Danton, qui était pourtant un ami proche, mais aussi ceux qui en veulent toujours plus, qui trouvent que Robespierre n'est pas assez violent. Et comme je vous l'ai dit, si Marat n'était pas mort assassiné par Charlotte Corday dans sa baignoire, il aurait probablement été guillotiné par Robespierre. Après, il y a la terreur religieuse, celle sur laquelle je reviendrai plus en détail. Et certaines violences ne sont pas forcément physiques. Parce que par exemple, favoriser le divorce, qui est interdit par l'Église, c'est une violence exercée contre l'Église. On ne fait pas couler le sang, mais imposer le divorce, c'est une grande violence pour les catholiques. Et puis, le fait de reprocher aux riches, le fait qu'ils soient riches, de leur confisquer leurs richesses, de les guillotiner si les commerçants en particulier refusent de baisser les prix de vente, ça aussi c'est une grande violence, c'est la terreur économique. Alors, après cet accès de fièvre de la violence révolutionnaire sous la terreur, entre 1793 et 1794, est-ce que la violence a reflué, a reculé? Eh bien oui, bien sûr, mais il y a encore eu des accès de violence, et notamment à l'époque de Bonaparte. Déjà, quand Bonaparte a pris le pouvoir et qu'il a mis en place le consulat, et par exemple des opposants politiques de tous bords, aussi bien des sans-culottes que des royalistes, ont payé de leur vie le fait de chercher à renverser Bonaparte. Je pense par exemple à Georges Cadoudal, qui, il est vrai, a cherché à tuer Bonaparte en préparant un attentat à la bombe contre lui. Eh bien, vous voyez que Cadoudal sera guillotiné, et que Napoléon Bonaparte, qui cherche à prendre ses distances avec la Révolution, eh bien, quand ça l'arrange, lui aussi sait se servir de la guillotine. Et Bonaparte peut avoir la main très lourde, puisqu'il est même prêt à guillotiner des innocents, parce que l'affaire est restée célèbre. Le duc d'Enghien, qui avait fui la France, fort prudemment d'ailleurs, au début de la Révolution, et qui coulait des jours paisibles dans le Saint-Empire allemand, va être enlevé par un commando de soldats français
sur ordre de Napoléon Bonaparte bien sûr, va être ramené de force en France, va être jugé, mais là c'est encore, c'est comme pour les tribunaux révolutionnaires, c'est un simulacre de procès, c'est une caricature de procès. On accuse le duc d'Enghien d'avoir trempé dans le complot de Georges Cadoudal, dont je viens de parler. Alors le duc d'Enghien, lui, il ne sait pas de quoi on lui parle, parce que visiblement, il n'est pas dans le coup, mais ça fait rien, il est condamné à mort, il est fusillé. Parce qu'en fait, Bonaparte a un message à faire passer aux Français réfugiés à l'étranger. Où que vous soyez, je peux vous atteindre. Et si vous devenez mes ennemis, vous mourrez. C'est ça, grosso modo, l'idée. Donc on voit que la violence continue à être entre les mains d'un Bonaparte une arme dissuasive, comme elle l'a été entre les mains d'un Robespierre quelques années auparavant. Et devenu empereur, eh bien, Napoléon va continuer, parfois, à agiter la menace de la violence chaque fois que des Français nuiront à ce qu'ils considèrent être comme ses intérêts. Et je ne donnerai qu'un seul exemple de violence célèbre, c'est quand Napoléon, en 1805, au début de l'Empire, se retrouve dans une situation un peu délicate, parce qu'il se retrouve à nouveau en guerre contre toute l'Europe, hein, c'est à nouveau une coalition, je ne me rappelle plus d'ailleurs si c'est la troisième ou quatrième, peu importe. Donc la situation est un peu délicate, et il apprend, il est à l'étranger d'ailleurs, hein, pour aller battre les Autrichiens, les Prussiens, les Russes, et il apprend qu'en France, la presse, les journaux, font circuler des rumeurs alarmistes sur le fait que l'empereur a été vaincu, ce qui n'est pas vrai, qu'il a été blessé, ce qui n'est pas vrai non plus. Donc ça démoralise l'opinion publique, Napoléon se fâche, et il envoie des consignes qui sont d'une certaine violence, sur un ton lui-même assez violent, à son ministre de la police, Joseph Fouché. Joseph Fouché, je vous en ai parlé tout à l'heure. Pendant la Révolution, pendant la Terreur, Joseph Fouché, c'est l'homme qui a brisé la révolte de Lyon. C'est lui qui faisait tirer au canon sur les suspects, hein, il ne faisait pas de détails. Et donc, avoir confié le ministère de la police à un homme qui a du sang sur les mains, qui a du sang jusqu'au coude, c'est déjà un signal que la violence est une arme entre les mains de Napoléon. Et donc Napoléon n'y va pas par quatre chemins, hein, le ton est très ferme, hein, parce qu'en fait il est mécontent de son ministre qui laisse dire les journaux. Et là Napoléon leur dit que il faut réprimer les journaux. Il faut faire comprendre aux rédacteurs des principaux journaux que le temps n'est pas éloigné où je les supprimerai avec tous les autres et que je n'en conserverai qu'un seul. Autrement dit, Napoléon Ier est prêt à remettre en cause l'un des principaux acquis de la Révolution française, c'est-à-dire la liberté d'expression et plus particulièrement la liberté de la presse. Et remettre en cause la liberté de la presse, c'est-à-dire fermer les journaux, fermer les imprimeries, mettre les journalistes en prison, c'est d'une grande violence. Et le simple fait d'agiter la menace, c'est d'une grande violence. Faites-y mettre de bons articles. Les bons articles pour Napoléon, vous l'aurez compris, c'est les articles qui parlent de lui en bien. Et d'ailleurs, Napoléon, qui a la plume facile, hein, qui écrit beaucoup, n'hésitera pas à rédiger lui-même des articles, alors qu'il ne signera bien sûr pas de son nom, hein, parce que quand même, il signera sous des pseudonymes, et il forcera les journaux à les faire paraître,
sous peine de fermer les journaux s'il refuse. Et ça nous éclaire sur le caractère de monarchie absolue de l'Empire, hein, parce que mettre en cause la liberté de la presse, c'est digne d'un Louis XIV. Et Napoléon, d'ailleurs, il s'en cache pas. Dans la même lettre, il explique à l'ancien révolutionnaire Joseph Fouché que le temps de la Révolution est fini, qu'il n'y a plus en France qu'un parti, que je n'accepterai jamais que les journaux disent ni fassent rien contre moi, contre mes intérêts. Voilà. La violence est une arme au service du pouvoir. C'était le cas à l'époque de la République et de la Révolution. C'est le cas de l'Empire, de Napoléon Ier, quand ce dernier cherche à mettre fin à la Révolution. Il est temps de passer à la trace écrite de cette séance importante consacrée à la révolution, à la violence révolutionnaire. Donc F2, la terreur, paroxysme, c'est-à-dire sommet de la violence révolutionnaire. La violence portée à son paroxysme pendant la terreur, incarnée par Robespierre, permet aux montagnards de sauver la Révolution. Le bain de sang est organisé sur une base légale, celle de la loi des suspects de septembre 1793. Les tribunaux révolutionnaires font guillotiner des milliers de victimes. Les colonnes infernales massacrent la population de la Vendée. Les représentants en mission écrasent les villes fédéralistes. À Nantes, Carrier noie dans la Loire des milliers de suspects. Par la suite, Napoléon Bonaparte écrase impitoyablement les oppositions politiques entre 1799 et 1815, c'est-à-dire pendant le consulat républicain et puis pendant le Premier Empire.